je fais donc une petite présentation sur ce qui nous amène en 3 points. Il y aura, pour ce qui concerne la soirée mythologie, donc la présentation, projection du film La Vengeance d'Hercule, donc de Vittorio Cotafavi, 1960. On est en plein dans l'âge d'or du film Peplum, depuis 1947, Les Gladiateurs, Fabiola, etc. Et Ulysse. On est toujours dans la mythologie romancée, parce qu'il faut bien reconnaître que ce soit à part le Cyclope dans Ulysse ou dans le film qui nous amène ce soir, on nous a rajouté un dragon, une chauve-souris, une patte d'éléphant géante qui menace d'écraser Mark Forrest. Enfin bref, on n'est pas du tout dans les 12 travaux, et tant mieux. D'abord parce qu'il y a une très grande difficulté, ça je l'ai noté pour vous le rappeler, très grande difficulté pour les scénarios, d'inclure les travaux d'Hercule. Il y en a 12. Comment voulez-vous qu'on y mette de l'amour? Comment voulez-vous qu'on ait le temps de voir des temples qui s'écroulent? On ne peut pas ajouter tout ça, sinon on est complètement écrasé et étouffé par le nombre d'éléments et d'actions. Et on dépasse le budget. Parce que les dragons, il faut les fabriquer. Quand je vais vous dire qui est le fabricant de ces dragons-là, il est monstrueux, parce qu'il a participé à Conan, il a participé à Alien. C'est lui qui fait tous les monstres. Le petit être là qui sort du ventre dans Alien, c'est lui. Enfin, c'est pas le gars, c'est son monstre créé. Alors, dans cette vengeance d'Hercule, il est bien évident que, comme je vous le dis, et c'est ça qui est intéressant dans la critique de Cotafavi lui-même, et aussi de Michel Éloi. Alors, ce que disait Cathy, c'est comment je peux rendre hommage à ces deux personnages qui étaient là, à cette table, il y a encore 4 ans. L'un, comme vous le savez, a disparu tragiquement, donc pour que son champion en 2020, en octobre, le 27 octobre, en Afrique. Et pour Michel Éloi, qui est évidemment bien en vie, né en 1948, il le précise dans le livre de Peplum, donc je peux me permettre de le dire, il a donc 75 ans, mais pour des raisons de santé et de distance, parce qu'il est belge, il a depuis quelques années eu la difficulté de se rejoindre Arles, et par contre il est toujours fidèle pour ses avis d'experts. Donc je vais vous les lire. Alors, ce film est drôle, je pense que ce soir c'est la soirée comique aussi, il y a beaucoup de Laurel et Hardy, il y a beaucoup de choses comme ça complètement absurdes, mais il y a un fort intérêt, car Cotafavi sait où mettre son curseur, il sait comment intéresser et captiver les gens. On peut reconnaître qu'il y a des scènes de longueur, on peut reconnaître qu'il y a des scènes trop burlesques, trop lourdes, comme on peut le dire dans les termes actuels. Mais ça ne manque pas de charme. Et c'est tout l'intérêt de ces films qui ne manquent pas de charme. Un Steve Reeves, qui n'est pas un très bon acteur, on en parlait avec notre spécialiste aussi, notre second spécialiste, ou le troisième, que vous aurez peut-être la chance de découvrir dans les années prochaines. On faisait part ensemble du passage de Steve Reeves. Et pourquoi il est important ce passage de Steve Reeves? C'est parce que tout simplement dans le film de ce soir, ce n'est pas Steve Reeves. Alors pourquoi ce n'est pas ce grand personnage et ces grands athlètes? Parce qu'il était quand même Mister Univers au préalable. Et d'ailleurs tous les grands acteurs qui ont participé à l'aventure Hercule, jusqu'à Conan, l'avant Conan, c'est-à-dire, tu le rappelais, le gouverneur de Californie. Mais bien sûr, Arnold a fait un petit Hercule ridicule en 1966. Donc c'est quand même important. Combien 100 tours de bras? Ah, je croyais le tour de bras, parce qu'il n'était pas loin de 70. Oui, tout à fait. On me l'a rappelé hier. On me l'a rappelé samedi pour le petit film de Walt Disney. Je pensais qu'on allait affaire qu'à des enfants et des questions d'enfants. Pas du tout. Et monsieur est arrivé et me dit, ah, si. Schwarzenegger a joué dans Hercule. Parce que je voulais dire par là que la génération d'après, Ferrugno, et puis surtout Schwarzenegger était passé juste après. Pas du tout. Il y a quand même ce petit film qui doit compter pour lui dans son départ, on va dire. Alors, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi Steve Reeves est important et pourquoi il ne manque pas dans ce film avec Mark Forrest. Alors, Mark Forrest est un athlète second couteau, si on peut dire, par rapport à la plastique de Reg Park et surtout de Steve Reeves, mais il n'est quand même pas en reste, il a de bons restes, comme on peut dire, parce qu'il y avait évidemment Gordon Scott, que l'on peut voir dans Romulus et Rémus, avec Steve Reeves justement, on peut comparer la belle plastique. Alors le pouvoir de la séduction, merci madame,
l'amour qui tue, mais aussi l'amour qui peut être, on peut puiser, on peut trouver aussi l'amour dans ce premier pas qui est la séduction. On n'oublie pas qu'en 1948, quand Steve Reeves venait à Cannes pour faire chez Marcel Rouet de la musculation, Marcel Rouet, parce qu'il était près du Festival de Cannes, il était près des grands lieux pour faire de la culture physique, ce qu'on appelait culture physique à l'époque, et bodybuilding plus récemment. Il ne faut pas oublier qu'il allait sur les plages, beau comme un dieu. Alors là, on revient 1000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Beau comme un dieu, mais il avait toujours un livre de Shakespeare sur sa poche. Pour que les jeunes femmes qui étaient allongées puissent dire « Ah, il sait lire aussi ». Donc, le pouvoir de la séduction, ça va jusque-là. Et ça, c'est très important. Mon papa a vu Steve Reeves avec un livre de Shakespeare en 1951. Donc, c'est pas une légende. Je le sais par un proche de la famille. Alors, voilà, je rentre dans le corps du film. Alors, tout de suite, un petit rappel de qui était Kota Favi et quelle était sa filmographie succincte et très qui évoque vraiment ce qui nous appelle ce soir. La Vengeance d'Hercule, donc vous avez l'occasion de voir la projection ce soir en très bonne qualité, restaurée, j'imagine. Hein. Hercule à la conquête de l'Atlantique, qu'a présenté Gaël Lony l'année dernière. Et quand on parle d'un Hercule ridicule qui dort alors qu'il y a des scènes de bataille qui l'attendent, dans les tavernes, quand il a un pichet de bière qui dit non, j'ai pas envie de travailler, de me battre. Ça, c'est tout le côté ridicule, mais très poétique et une forme de romantisme aussi. Les Légions de Cléopâtre, il est aussi le metteur en scène. L'Avare de Molière, je vous l'ai dit, hein, dans ses premiers pas. Et pour ses grands rôles, effectivement, Reg Park dans Conquête de l'Atlantide et Marc Forest donc, pour le film qui nous amène ce soir. Donc, ce que disait Kota Favi dans l'interview de Christophe Champclaux, titre initial d'ailleurs de ce film, c'était Hercule contre les dieux, et ensuite Goliath. Et ça n'a pas tenu. C'était juste comme ça, entre deux choix définitifs. Il est sorti aux États-Unis. C'est ça, sous forme de Goliath, absolument. Alors, très important, ce que dit Kota Favi, c'est ce qui me rapproche de sa pensée, c'est personnage sombre dans le mythe grec. Hein, Hercule est un personnage sombre, il souffre, il devient fou, il tue sa femme et ses enfants, raison pour laquelle les dieux le condamnent à accomplir les 12 travaux. C'est ce que, de façon réduite et réductrice, rappelle Kota Favi, certainement pas un historien. Hein. Les Romains ont transformé Hercule en personnage héroïco-comique, il faut le reconnaître. Hein. Au cinéma, Hercule a perdu son caractère tragique, on le présente comme un redresseur de tort moderne, comme Tarzan, Zorro ou Massiste. Les éléments nouveaux, par ailleurs, c'est l'apparition de Sibylle, présence inquiétante du centaure, afin d'assombrir le ton du film. Pour reconnaître hein, que quand on voit un centaure bipède, alors qu'on est habitué au quadripède pour les chevaux, hein, redoutable. Non, il faut amener des couettes et vous mettre sous les couettes à ce moment-là. Alors, les sonorités psychédéliques, s'il ne faut pas en parler, avec des échos, on ne peut pas imaginer, on va à Notre-Dame dans une grande église, on ne peut pas imaginer un écho pareil. Et c'est le début de l'ordinateur, hein, donc je pense que ça nous fait rire. Il n'y a pas que les attaques et les combats contre les monstres et les fauves, il y a aussi les musiques. On est loin de Tiomkin et cette majesté, de cette finesse, mais c'est pas grave, il y a là aussi une forme importante. Donc, l'apparition du film, donc, il centaure, Hercule fait des erreurs, il ne comprend pas tout, il se montre injuste envers son fils, donc Hélos, qui apparaît dans ce film. Hein. Vous savez, les Héraclides, c'est quand on imagine qu'il ait eu 50 enfants. On a parlé de la reine de Lydie, de Iole, on a parlé de Déjanire, mais il y en a beaucoup d'autres, Mégara, etc. On en compte 4. Enfin, pour faire 50 enfants, ça fait 8 par personne, ou 10. Voilà. Donc, les Héraclides. Et donc, c'est vrai qu'il se montre injuste envers son fils, et Kota Favi réinterprète la légende à sa façon. Alors, par exemple, Kota Favi dit « Je voulais, pour ne pas laisser les gens sur leur faim, avec un film qui se termine un peu en autre boudin, avec ils eurent de nombreux enfants, etc. » Il a mis un passant qui passe devant, donc, qui apostrophe Hercule et qui lui demande « Alors Hercule ?» et ses travaux. Et je trouve ça assez drôle. Comme s'il était avec son caddie à Leader Price. Alors, en dehors de ce clin d'œil, le ton du film est très sérieux. C'est quand même que reconnaît Kota Favi.
Michel Éloi. Alors, on touche à Michel Éloi. Pourquoi? Parce qu'il fera un meilleur avis critique et d'expert que moi, même si beaucoup de choses sont proches de ce que j'avais écrit, mais je vais quand même les rappeler. Tout simplement, le petit synopsis dont il faut quand même vous faire part, que vous pouvez lire sur certains résumés. Donc, les deux acteurs principaux, c'est donc Broderick Crawford et puis Mark Forrest, dans le rôle d'Hercule. Hercule est descendu aux enfers où il a tué Cerbère, le monstrueux chien à 3 têtes. Enfin, c'est ce qu'on dit dans la légende. Peut-être une quatrième coincée derrière, mais bon. Le monstrueux chien à 3 têtes a ainsi accompli le 12e de ses travaux. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on a toujours tendance à oublier qu'il s'agit du 12e travaux chez Cerbère. Il y a quand même un ordre dans tout ça, je vous le dirai tout à l'heure, en dernière, avant les questions par vous-même. Je vous rappellerai quelque part les 12 travaux qui ne sont pas dans le bon ordre ici. Hein. Donc c'est important de les rappeler dans leur ordre. Parce qu'il est devenu quand même petit à petit mortel, il est devenu immortel à force d'accomplir ces travaux-là, et leur importance, ou l'ordre, en reste important. Libéré de la malédiction des dieux, il peut enfin rentrer chez lui à Thèbes pour retrouver sa femme Déjanire et son fils Ilos. Sur les conseils de la Sibylle, il s'oppose au mariage qui doit avoir lieu entre son fils et Théa, la fille adoptive d'Eurystos, roi usurpateur d'Écalia. Alors là, on n'est pas très loin de Dallas, des gens de Mogador, et de Plus belle la vie, comme disait madame. C'est très très compliqué, parce qu'il n'y a pas simplement quand Hercule trompe sa femme par une autre, c'est qui est cette femme, d'où vient-elle? Bon, on rentre dans un truc extrêmement cornélien. Donc on va dire que là, j'arrête sur ce que fait ce résumé, sur les conseils de la Sibylle, donc il s'oppose au mariage qui doit avoir lieu entre son fils et Théa, la fille adoptive d'Eurystos, les rois usurpateurs d'Écalia. Je vous le répète 2 fois, hein, je fais comme Lucchini, c'est très important de répéter 2 fois les choses. Le petit chaperon rouge, qui montait derrière. Éristos, pour se débarrasser d'Hercule, fait croire à Ilos que son père est hostile à leur union uniquement parce qu'il est lui-même épris de Théa. Dès lors, un combat s'engage entre le père et le fils. Et c'est vrai que, quand je vais vous lire la critique d'experts, vous allez rire. Parce qu'il ne manque pas d'humour, Michel Éloi. Regardez-moi ça. Alors, j'en suis où? Parce que je ne veux pas me tromper, synopsis, c'est là. Voilà. Alors, le film aux États-Unis se nomme Goliath et le dragon. Ça, Gaël Loni me l'a confirmé. C'est bien aux États-Unis. T'as bien fait de rester près de moi, on ne sait jamais. Musique de Les Baxter. Apparaissent Cerbère, le centaure et le dragon. Animé par Carlo Rambaldi. Alors, c'est toujours important parce que quand on voit un générique de film avec 354 noms dans les effets spéciaux, etc. Oh, mon cousin Germain, à la 16e ligne. Bon, à part ça, qu'est-ce que ça intéresse? Bon, il y a quand même un profond intérêt. Il y a des gens qui travaillent vers tout ça de manière folle. Ce gars-là, à Carlo Rambaldi, qui signera plus tard les effets spéciaux de King Kong 1976, hein, c'est pas rien, avec King Kong dans le rôle de King Kong d'ailleurs, Jessica Lange dans le rôle de la merveille qui rentre dans la main géante de King Kong, et puis la version 1988 qui doit être un peu plus anodine. Rencontre du 3e titre 1977, toujours le Carlo Rambaldi, rien que ça. Alien 1979, E.T. 1982, tous les effets spéciaux, il n'y a pas de dragon, mais il y a bien autre chose. Quand il dit notamment maison, il fallait créer un doigt monstrueusement long. Voilà, tout ça, c'est fabriqué en origine. Et Conan le Destructeur. Akitator. Ah non, pardon, c'est Terminator. Non, parce que maintenant, les ministres portent des noms. Ça s'appelle Akitator. Et oui, notre ministre de la... Hein, on le sait. Alors, garde des sceaux, j'entends. Alors, ça c'est très important. Et écoutez bien. Steve Reeves avait été pressenti pour ce 3e Hercule. Après les travaux d'Hercule, Hercule et la reine de Lydie, très important. Et ensuite, le fameux Goliath, qui s'appelle ensuite La Vengeance d'Hercule, et dont Steve Reeves a refusé, mais tranquillement, après le long palabre, etc. Il y avait des histoires d'argent, donc on lui a dit, mais si tu vas ailleurs, ça ne sera peut-être pas aussi bien payé, on est presque dans le monde du football, t'as qu'à aller au Qatar, tu verras. Steve Reeves avait été présenté pour ce 3e Hercule, mais n'a pas voulu devenir prisonnier du personnage, et c'est très important. Très important. Pourquoi? Parce que Ridley Scott, en 1999, fait appel à Steve Reeves pour jouer le rôle d'un vieillard. Et Steve Reeves, qui, après 30 ans de... Comment on peut appeler ça?
30 ans d'arrêt total, des films péplum, hein, pratiquement. Il y a eu quelques petits films qui ont dû bien poindre dans la filmographie mondiale, mais on n'en a jamais parlé. C'est Gladiator qui a été le grand retour. Ridley Scott, après avoir fait Les Aliens, etc., et Légende, le fameux film Légende, il a effectivement tenté la chance avec Russell Crowe en 1999. Le film est sorti en 2000. Et Steve Reeves est mort d'ailleurs en 2000. En 1999, Steve Reeves est chez lui tranquille, hyper costaud mais vieillissant, ridé, 74 ans, et il dit « Non, Riddler, je ne veux pas. Je veux qu'on garde le souvenir de qui j'étais en 1963, quand j'ai fait le dernier des Hercules et La Terreur des Barbares. » Parce qu'ensuite, il a fait d'autres films, il était habillé. Et notamment, il a fait un ou deux films de western, il était habillé. Mais il a fait aussi un Bagdad, un voleur de Bagdad. Là, il a fait. Mais effectivement, les derniers films, on le voit torse nu, c'est quand même la seule chose qui est intéressante pour Thomas Steve Reeves, c'est 1963. Donc effectivement, il a refusé, mais c'est tout à son honneur. Il ne voulait pas, voilà. Et donc Steve Reeves est mort, et de toute façon, il n'aurait pas pu participer au film. Mais c'est important de vous dire pourquoi, 30 ans plus tôt, il avait refusé déjà d'apparaître, on était en 1960, hein, d'apparaître dans un troisième Hercule. À cette place, il se retourne donc vers le personnage d'Emiliano, qui est donc le héros de La Terreur des Barbares, qu'il joue la même année, hein, donc on est en 1961, qui vit à la fin de l'Empire romain. Voilà. Alors, le label du fils de Zeus lui collant à la peau, toujours pour Steve Reeves, le film est sorti en Belgique intitulé Hercule, La Terreur des Barbares. Et même pour Steve Reeves, La Terreur des Barbares s'appelait Hercule, pour les Belges, en 1959. Hercule, au moins au début de l'exploitation du nom, était le héros qui descendait aux enfers. Il n'y faisait qu'une très brève incursion dans Hercule et la reine de Lydie, dans une scène inspirée d'Oedipe à Colonne, de Sophocle. Or, les enfers, H-O-R-S, hein, évidemment. Or, les enfers, l'essentiel de l'intrigue du film autour de la haine d'Eurysthée vis-à-vis des Héraclides, les 50 fils d'Hercule, réduit ici au seul Ilos. Comme ça, on n'énerve pas trop le public, on les laisse concentrer. Ilos et Oli. Alors, ça fait une belle poésie. Donc, ça j'ai terminé pour effectivement la chronique de Michel Leloir qu'on peut retrouver ici dans des documents que vous ne pouvez pas obtenir puisqu'il s'agit des dossiers de presse pour des personnes comme moi ou Cathy, etc. où il y a à l'intérieur effectivement les photos des films, les années, les noms d'acteurs, etc., les distributions et aussi les avis de notre ami Michel Leloir. Ça j'ai bien rendu quand même. Hein. Il faudra l'appeler pour lui dire. Hein. Je ne sois pas laissé pour compte sur cette terre. Alors bon. Donc, maintenant que j'ai fait donc, quand même quelque chose de... Je vais pouvoir vous parler de cette fameuse, donc en deuxième partie de cette présentation, la séduction. Alors, le pouvoir de la séduction, le culte du corps, la culture physique. Hollywood, l'usine à fabrication d'athlètes. Il faut savoir qu'à Hollywood, il y a des salles de musculation. Il y a des salles de ce qu'on appelle la culture physique. Et tous les acteurs qui n'étaient pas spécialement Hercule, même Tarzan, parce que pour jouer Tarzan, il faut être quand même très costaud. La preuve, c'est que Gordon Scott a joué Tarzan et on lui a reproché de l'avoir fait. Il était trop balèze. On le regardait plus avec ses prises de plan avantageuses que quand il fait la natation pour éviter un crocodile ou un caïman. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait normal. Donc du coup, on a pris Wissmuller à l'époque et d'autres athlètes, des Apollons ou des Éphèbes, mais certainement pas des Hercules. C'est pour ça qu'on peut quand même bien comprendre la distinction qu'il y a entre un homme de la jungle et Hercule. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quelque part, Mark Forrest est loin d'avoir la force physique et la plastique d'un Ray Park. On le sait. Il n'y a que Schwarzenegger qui pouvait succéder à Ray Park. Même pas Steve Reeves. Au niveau, c'est énorme. C'est énorme, mais ça se fond dans le film et tout se passe bien, rassurez-vous. Donc, la séduction, le culte du corps. Alors, il est bien évident que les prises, les plans de film, ça vous allez vous en apercevoir ce soir. Mark Forrest qui est très beau, très très beau, pas de problème. Il est très beau. Alors, il a un peu les épaules en bouteille du Beaujolais, hein, c'est ce qu'on dit, les épaules légèrement tombantes. Alors moi, je suis un spécialiste de la morphologie grecque, le canon grec, taille en V, c'est-à-dire l'inverse d'Henri Lecomte, qui est plus large de manche que d'épaule. Je donne cet exemple parce que c'est un exemple intéressant, tennisman. Mais on ne lui demande pas, on tire avec une raquette, d'être beau du haut en bas. Et c'est très important, la morphologie, et si vous voulez, on a tous une morphologie
qui est plus ou moins prédestiné à être cultivé, en passant dans la salle de torture, on peut dire. Mais c'est vrai qu'on peut rester comme ça. Par exemple, mon père était un bel athlète, il n'a jamais poussé d'haltère, il n'a jamais soulevé d'haltère, et pourtant, il est resté un bel homme athlétique. Et c'est vrai que on peut aller plus loin quand on a une raison, notamment quand on veut devenir acteur. Alain Delon a fait de la musculation. Quand on le voit dans la piscine, il n'est pas pareil que quand il joue au Rocco et ses frères. Il y a quelque chose. Georges Marchal, beaucoup d'acteurs sont passés par là. Jean Marais a fait aussi de la culture physique pour les films de KPDP, bien sûr. Donc c'est vrai que Bertrand-Caster était un trapéziste. Donc lui, il avait quand même des abdominaux, il avait quand même... Mais c'est très important, ce pouvoir de la séduction. Bertrand-Caster est un grand séducteur, très grand séducteur. Il y a le regard de Gary Cooper, mais il y a aussi la plastique. Donc c'est vrai que c'est important de retrouver aussi dans la morphologie de l'acteur qui a su, dans les temps records, avant que le film soit tourné, arriver à une hauteur importante qui n'est pas celle qu'il retrouvera 6 mois plus tard. Hein. Rassurez-vous, c'est souvent comme ça. On le voit dans d'ailleurs 3. Hein, l'acteur, il a des biscottos incroyables, Brad Pitt. Hein. Et il a une musculature qui n'est pas celle qu'on connaît de cet acteur. Il faut le reconnaître. Hein. Mais la liste est longue. La liste est longue. Et même, j'en parlais encore avec quelqu'un, même notre Johnny Hallyday, quand il a fait les Stades de France et certaines, je crois que c'était pour l'an 2000, le passage aux Champs-Élysées devant Champ de Mars, il était extrêmement costaud. Ses copains ont dû lui dire, mais maintenant que tu chantes mieux que tout le monde, va là-bas. Et du coup, il s'est mis en petite tenue avec les bras avec plein d'huile d'olive. Voilà, donc les plans d'Hollywood, les plans hollywoodiens sont très avantageux. On met souvent des petits acteurs chétifs autour. D'ailleurs, on le voit bien, hein, Messala dans Ben-Hur. Messala, quand il passe sur la table de massage et qu'il se lève, qu'il a son bracelet là, qui lui serre le biceps, il est beaucoup moins beau que Charlton Heston, dont on parlera vendredi. Voilà, alors, on est en 68, il y avait beaucoup moins de gens torse nu à l'époque. Et bien, il y avait encore la planète des singes que je vous propose, donc vendredi. Charlton Heston, 1m90, beau comme un dieu, mais il n'est jamais, très rarement passé dans la salle de culture physique parce qu'il avait un corps naturellement ainsi. Hein. Oui. Voilà. Vous avez raison. Voilà, donc ça, je vous invite à venir vendredi soir. Donc, je vous ai rappelé la filmographie, Kota Favi c'est fait. Ensuite, donc, ce que je voulais terminer pour le pouvoir de la séduction, c'est aussi par rapport aux extraits du film. Parce que dans les extraits du film ce soir, ne vous retenez pas de rire, rassurez-vous, il y a un moteur qui va se créer dans l'assistance, c'est comme ça que ça se passe. Au début on applaudit, puis ensuite on rit. Alors les premiers c'est des applaudissements quand Hercule va transporter une colonne. Et par exemple pour Walt Disney, ça n'a pas été le cas. Parce que Hercule est tellement fort, il met le petit doigt, il y a une colonne qui tombe, et comme un effet de domino, il y a toutes les 48 colonnes qui tombent. Personne n'applaudit. Mais quand il y a une colonne portée par un vrai acteur, elle est en Cyprorex. Elle pèse 6 kilos. Mais on peut croire qu'elle en pèse 2 tonnes. C'est tout l'intérêt. Le Cyprorex, ça existait déjà. Alors, ce que je voulais donc, pour terminer, pouvoir de la séduction, c'est que les extraits vont vous amener à regarder Hercule autrement. C'est-à-dire, effectivement, il y a cette séduction vis-à-vis de cette femme dont il était pris, mais je trouve que Kota Favi n'a pas poussé les scènes d'étreinte, etc. Il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il y a une rivalité entre son fils Ilos et Théa. Il paraît, pour déjouer, vous allez le voir ce soir, je vous annonce pas tout le résumé, mais pour déjouer un tour que l'on fait à Hercule, on fait croire qu'Hercule est lui-même amoureux de la compagne de son fils Ilos. Dallas, tu n'es pas loin. Voilà. Et en fait, c'est juste pour faire peur à Ilos. Ilos, comment ? Mon propre père s'intéresse à ma femme et elle a le même âge que moi. Voilà. Et en fait, quand ils se rencontrent tous les deux, Hercule et Ilos, ben, ça se passe pas bien. Parce que le mot est passé, c'était les réseaux sociaux de l'époque. Comment ça, tu t'intéresses à ma compagne ? Pas du tout, tu as vu ça où ? Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que les faits divers et on va dire le téléphone arabe fonctionnait déjà très fort. D'un mois à l'autre. C'est ce qui s'est passé quand le roi mourait. Le roi est mort. On disait ça à Varennes. Et puis 2 jours après, on était à Auxerre. Le roi est mort. On arrive à Marseille 25 jours après. Et il était déjà enterré, sous terre, etc.
Voilà. Alors que maintenant, Emmanuel Macron s'arrache un ongle, on le sait dans la minute. Mais est-ce qu'on y gagne? Je ne sais pas si on est plus heureux. Voilà, alors je regarde là parce que je suis un spécialiste des horaires. 20h03. Alors, qui a un doute sur, vu qu'il n'y a que le Cerbère et le Dragon, très peu de choses ce soir, est-ce que ça vous intéresse, partiellement j'entends, de rentrer un peu dans ce monde des 12 travaux, qui est dans l'ère moderne des Jeux Olympiques, dont la flamme l'année prochaine va s'arrêter à Arles, le 12 mai prochain, au Musée Bleu. Et je vais tout faire pour faire venir une amie à moi qui s'appelle Muriel Ortiz, qui est championne olympique du 4x100 au championnat du monde de Paris en 2003. Elle habite à Aix-en-Provence. Je vais essayer de la joindre pour qu'elle vienne ici, peut-être pas pour tenir le flambeau, mais en tout cas pour être là comme une représentante olympique. Voilà, je vais tout faire, c'est pas sûr que ça se fasse, parce qu'elle sera peut-être demandée à Paris à ce moment-là. Mais comme on sera 2 mois avant les vrais Jeux, il y a une possibilité de l'obtenir. Alors, tout ça pour dire que les Jeux de l'ère moderne, ressortis de leur cendre en 1896 par le baron Pierre de Coubertin, qui ont eu lieu donc à Athènes, dans le stade de marbre d'Athènes, qui, vous le savez, il ne faisait pas 400 mètres, il faisait 197 mètres. Et en fait, dans le film La bataille marathon avec Steve Reeves, il joue Philippides, qui va de, alors, je ne sais plus comment s'appelle cette ville, pour la bataille marathon, pour revenir à Athènes. Et il fait 42 km. Voilà. Et il fait 42 km 192. Pourquoi? Parce qu'il arrive aux portes d'Athènes et aux portes du stade. Et il y a 192 mètres à faire. Donc le vrai marathon, c'est 42 km et 192 mètres. C'est pour ça qu'on tient toujours compte du stade. Mais on enlève beaucoup de mètres, parce que maintenant les stades actuels font 400 mètres. Ce qu'on appelle le tour de piste. Vous voyez, mais ça date quand même de Pierre de Coubertin et des stades antiques que l'on peut trouver effectivement à Olympie. À Delphes, Olympie, et je vous convie d'aller au musée du Louvre, près des métopes d'Hercule. Donc c'est au soubassement, c'est près de l'Égypte. On peut voir quelques travaux d'Hercule sortis des métopes du musée d'Olympie. Et donc du musée d'Olympie, effectivement. Il y a 3 métopes qui sont dans des situations extrêmement, des vestiges. Hein. Voilà. Mais c'est extrêmement touchant de les voir de près en bas-relief. Donc, dans l'ordre, il y a la mort du lion de Némée. Alors, vous pouvez le chercher, il est quelque part, hein, obligatoirement. Il y a la destruction de l'hydre de Lerne en 2e. Et là, c'est très important de préciser les régions. La destruction de l'hydre de Lerne, ça s'est passé en Provence. Pas du tout. En Argolide. Non, je disais ça pour vous intéresser. En Argolide. Et oui, la capture du sanglier d'Érimante en Arcadie. Et oui, mais c'est important. La capture de la biche du mont Cyrénée. Oh, vous allez la trouver quelque part. Du mont Cyrénée, ben c'est un Cyrénée, hein, mont Cyrénée, 2 Cyrénées. Les oiseaux monstrueux du lac Stymphal. Bon, j'ai rajouté monstrueux, mais bon, on peut dire les oiseaux tout court. Alors, qui a été immortalisé évidemment par Bourdelle. Qui connaît Bourdelle? Jacques Bourdelle. Qui connaît Bourdelle? Qui est allé au petit musée merveilleux de Montparnasse? Vous allez voir Sappho avec sa lyre. Vous allez voir le cheval géant. Et vous allez voir surtout le lac Stymphal. Quand on voit Hercule qui est posé le pied gauche sur un rocher, le pied droit contorsionné, et il est à l'INSEP à Paris, avenue du Tremblay, à l'entrée de l'INSEP, il est la représentation mythique et de la gestuelle parfaite de l'homme face à la nature. Car maintenant, l'homme est face au chronomètre. L'homme est face à la mesure anglaise, anglo-saxonne. Un pied, 30 cm, un pouce, 12 cm, c'est compliqué. Alors que les centimètres pour nous, c'est quand même beaucoup plus représentatif. 1 mètre, 10 mètres, 100 mètres, voilà. Et donc, là, on est l'homme face à l'athlète, l'homme est face à la bête. Donc c'est pour ça que le mot athlétisme, il vient d'où? Il vient d'atlos. Atlos. Alors on parle des racines grecques. Hein. Atlos, combat. En fait, et ça, Brice Lopez, notre cher Brice Lopez, que l'on voit moins, mais qui sait tout. Il sait tout sur l'art de toutes les batailles, que ce soit le pancrace, la lutte gréco-romaine. Il est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il rappelle souvent que l'homme
le combat de l'homme n'est plus l'homme face à l'homme. S'il y a un millimètre, un poil de torse qui apparaît et qui fait que ça va toucher la ligne, ça sera lui le vainqueur. Et c'est vrai que c'est assez troublant cette histoire. Autrefois, on était heureux de voir un premier, un deuxième, et on gagnait une couronne de laurier, voyez, et une orange, hein, de préférence à manger sous la semaine. Alors que maintenant, on est dans toute autre chose. On part au Qatar, on touche des millions, et en fait, quelqu'un qui finit toujours quatrième, on lui dit, allez, prends un petit dopant, tu finiras troisième, enfin, tu auras un fin palmarès. C'est très compliqué l'effet du dopage, parce qu'il y a quand même des gens qui sont des Poulidors du sport. Poulidor ne s'est jamais dopé, il a toujours fini deuxième, tranquillement, et maintenant, dans tous les métiers du monde, on dit, alors t'es le Poulidor de la peinture, alors t'es le Poulidor de la chirurgie. Mais c'est très drôle. Être le Poulidor de la chirurgie, ça veut dire qu'il n'y a personne devant toi, il n'y a qu'une personne, et tu n'as que des milliers de chirurgiens derrière qui ne sont pas à ton niveau. Donc, je veux dire, ça ne veut rien dire d'être deuxième, troisième, quatrième. L'important, c'est éventuellement d'être vainqueur, mais de rester correct avec tout ça, dans les tenues, avec toutes ces publicités, ces machins. Je ne suis pas contre. Je dis qu'on vit dans un monde qui est ce qui est, et qu'effectivement, on adhère. On se met au pli, quoi, au pli des choses. Vous voyez ? On s'accorde à ça. Mais on n'est pas forcément d'accord. Vous allez voir quand les gens vont arriver, est-ce qu'on sera toujours d'accord avec tout ce qui se passe? Alors que là, oui, parce qu'il y a une qualité de pureté. Dans mes dessins peut-être, mais ce n'est pas le cas dans ce que je veux dire. Je veux dire dans la pureté du geste et peut-être aussi de l'acte en lui-même accompli. Un acte doit être accompli de A à Z. Alors que maintenant, souvent dans le sport, c'est bon, bien sûr, ils vont au bout de leur effort, bien sûr, c'est l'effort total, mais derrière ça, il y a quand même des choses un peu, pas toujours le travail d'équipe, c'est pas toujours, il y a beaucoup d'individualité, on le voit dans le football, hein. On pense plus à celui qui marque aux 10 autres qui permettent à ce buteur de marquer. Héraclès, on n'est jamais mieux servi par soi-même, il avait besoin que de lui. Lui et puis Érismée, Philoctète, dans le petit film de Walt Disney, qui est toujours là pour lui dire « Ah, tu as gagné, ben alors maintenant tu en as un prochain ». Ça, c'est très intéressant. Donc, j'en étais où? Je ne sais plus combien, Jacques Saint-Phal, bordel. Nettoyage des écuries d'Augias. Alors, pour moi, c'était très compliqué. Vous les voyez là-bas, je lui ai mis un manche à balai. Là, troisième en partant de la gauche. Avec toujours quelqu'un qui est une sorte de... quelqu'un qui surveille que les choses s'accomplissent vraiment. Ça peut être une personne fantôme ou réellement. Donc, détourner un fleuve, c'est pas très facile à porter sur un dessin. Détourner un fleuve. Donc, moi, j'ai détourné simplement une sorte d'aqueduc. Vous voyez? On voit l'aqueduc? Non, on le voit pas là. On voit dans mes dessins qui sont là, pardon. J'avais même pas la place. Donc, j'ai décidé de lui mettre un balai. Faut dire que pendant 30 ans, les bœufs, les chevaux, les vaches n'ont pas arrêté de déféquer, de mener leur vie. Donc, pendant 30 ans, imaginez l'odeur. Donc, on rentre pas, il n'y a même pas de parfum pour affaiblir tout ça. Donc, du coup, il n'y avait que la force d'Hercule pour enfin faire un des travaux tout à fait à part. C'est ce que disait notre professeur tout à l'heure. C'est qu'effectivement, les écuries de jazz sont très mis sur la sellette, hein, sur le côté, laissé pour compte, parce que il y a beaucoup trop de choses qui sont dites à son propos et que c'est pas très facile à mettre en film et même à dessiner ou à peindre ou à sculpter. Les cavales de Diomède, vous les voyez avec les 2 chevaux, la ceinture d'Hippolyte, les bœufs de Gérillon, les pommes d'or et la capture du chien Cerbère. Bon, de toute façon, ils y sont tous parce que j'en ai fait 12. Ce sont 4 panneaux par 3. Ils y sont les 12. Simplement, vous avez des situations, notamment Atlas, la première que vous voyez à gauche, c'est une situation particulière. Je l'ai fait à la morphologie d'Hercule, Atlas. Quand on porte une terre ou un globe, a priori, on n'est pas Lucchini, on est quand même costaud. Donc du coup, je l'ai fait costaud, mais c'est Atlas. Et les autres, c'est toujours Érimée que l'on voit là-bas, qui est dans un tonneau, dans une jarre, qui ne veut pas être reconnu par Hercule, tellement il est vexé de voir que même ce travaux-là, il l'a réussi. Et puis les pommes d'or, et puis pour terminer, la capture du chien Cerbère. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est l'heure. Il faut savoir qu'à une époque, on pouvait parfaitement représenter les femmes nues dans un film. C'était l'habitude, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il ne fallait pas présenter des hommes nus. Et justement, à cette époque-là, on a lancé les péplums, les choses comme ça, pour que, sous prétexte de faire de l'antique,
on montre des gens, des hommes en petite tenue. Pour vous donner un petit exemple, par exemple dans le film Tant qu'il y aura des hommes, la scène simplement où Burt Lancaster tient, je crois, Deborah Kerr, quelque chose comme ça sur la plage, ça a scandalisé. Ils étaient simplement en maillot de bain, ils faisaient rien de mal. Hein. Enfin, c'était pas montré, hein. Bon. Mais donc, on a un peu lancé cette mode des hommes musculeurs, tout ça, sportifs et tout, pour nous montrer justement des hommes en petite tenue, enfin. Voilà. Et dans le code Hayes, il les laissait aussi, les hommes nus, non? Dans le quoi? Quand il y a eu le code Hayes. Ah, ça, je ne connais pas le code Hayes. Bah si, c'est celui qui a fait qu'à partir d'un certain moment, on ne pouvait plus mettre un lit double, même pour un couple marié, qu'il fallait toujours les musulmans, et tout un tas d'interdictions qui ont été absolument terribles pour le cinéma. H-A-Y-E-S. Ah d'accord, ok, excusez-moi, je ne fais pas de... Et il y a le troisième pape qui a dit non, tu vas me remettre des tenues décentes. Donc il y a eu, notamment dans la version du Nouveau Testament, il y a eu toutes les sortes de tentures à plis. Donc il y a un très beau travail de plis effectivement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut dire qu'Hilaire a tout à fait raison. Ça a été très timide jusqu'à... voilà. Il y a comme peut-être dans Fellini, et encore. Hein, et encore. C'est très important ce que le cinéma actuel a apporté. C'est normal qu'il y ait une timidité, mais même dans les combats. Regardez Avatar. On est tous allés voir le dernier film d'Avatar, mais c'est d'une extrême violence. On a vu Les Immortels il y a 2 jours. Mais quel bijou artistique, Les Immortels. Et c'est vrai que la chronique de Télérama a été injurieuse, parce qu'ils n'ont parlé que du côté sanguin, de voir de voir l'hémoglobine comme ça, qui part au ralenti dans les airs, avec la tête qui commence à danser comme ça dans le vide. Bon, c'est vrai que c'est assez c'est somptueux dans l'horreur, mais n'empêche que la violence est arrivée petit à petit. Mais vous allez rire ce soir, et même dans La Planète des Singes, vous allez rire. Mais il fallait que ce monde ait lieu, ce monde cinématographique, cette étape de travail où ils étaient en grande concurrence. Tous les films arrivaient, clac, et vas-y, je t'en mets une, et un petit 2000 l'Odyssée de l'espace, et puis je te mets un petit Brésil est arrivé, puis Soleil Vert. Voilà, la violence commençait à poindre, mais elle n'est arrivée que les hommes dévêtus, pour revenir à ce que tu dis, c'est la même chose. Quand il y a eu Emmanuel, le film Emmanuel 1, Emmanuel 2, Emmanuel 3, c'est pas arrivé tout de suite. Alors, c'est ça que je trouve qu'effectivement, heureusement qu'il y a une justice dans la vie, heureusement que tout ne va pas trop vite. Il a fallu du temps pour voir des athlètes nus. Et même dans 3, on n'en voit pas. Très peu. Hein? Brad Pitt, je crois. Oui, peut-être, ouais, bien, oui. Ouais, mais enfin, on est en 2004 quand même. Tu verras demain dans Pompéi de 1935. Alors là, c'est la côte de maille jusqu'au cou. Hein. Mais par contre, avec la photographie, si vous regardez les photos d'Edward Newbridge, qui est un précurseur du cinéma, puisque c'est le premier à analyser le mouvement, il n'y a que des hommes nus et des femmes nues. Parce qu'il analyse le corps de l'homme et le corps de la femme en mouvement, et il n'y a que des hommes nus et des femmes nues. Et il y a eu des milliers de photos qui ont été faites par Newbridge, qui sont des gens nus, qui étaient montrés à tout le monde. Et ça se profile de ces personnes. Qui étaient considérées comme des images scientifiques. Ah ouais. Lui-même était un personnage spécial. Ah oui, mais je le connais, 1877, ça s'appelle les kinogrammes. Les kinogrammes, c'est tout. Il mettait des appareils photo en fil, et c'était un fil qui est déclenché. Alors, pour les chevaux, c'est le premier à avoir analysé le galop du cheval. Mais oui, le sauteur à la perche. Le sauteur à la perche. Voilà, le président de la Western Union a gagné son pari, parce que lui disait que le cheval se recevait sur une seule patte au galop, et les autres disaient que c'était pas vrai. Et il a gagné son pari grâce à Newbridge, qui a montré les photos. Et Newbridge, qui était un personnage spécial, parce qu'il a tué l'amant de sa femme en duel, comme dans les westerns. Il a trouvé sa femme avec son mec, et il l'a provoqué en duel, et ils ont dégainé, il l'a tué, il est allé en prison. Oh là là! Donc c'était un personnage spécial. Mais à côté de ça, la vie de Caravage, la vie de photos. Les grands hommes ont souvent des vies Picasso. Ils ont souvent des vies un petit peu destructrices. Hein. Il y a un livre très important qui s'appelle Picasso, le destructeur, le créateur et le destructeur.
c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites pour le côté vie privée de cet homme qui a fait des merveilles, puisqu'il a été un avant-gardiste dans ce qu'on appelle les kinogrammes qu'on fait maintenant de nos jours. Hein. On voit les 16 positions d'un sauteur en longueur, au moment où il quitte la planche, au moment où il est dans l'ascension, et il se rétablit dans le sable. Non, c'est intéressant ce que vous dites. Une question, une dernière? Vas-y. Olivier, comment un mélomane comme toi a pu échapper au fait que Marc Forest, celui qui joue Hercule, est un baryton? Oui, Opéra. chanteur d'opéra. Ouais, j'ai pas voulu. C'est un grand chanteur d'opéra. Hein. Je comprends pas, qui a préféré de parler de Polydore. Tu n'es pas dans le film. Étonnamment. Tu n'es pas dans le film. Alors, c'est bon. Je vais faire un dessin humoristique que je vais offrir à Gaël. On va faire Marc Forest, qui est en tenue, en côte de maille, en complet veston, en queue de pie, et qui, au moment où il va chanter, il y a tout qui va se déchirer à l'arrière, tellement les dorsaux vont s'ouvrir. C'est pas mal comme dessin. C'est-à-dire que son métier d'avant rejaillit au moment où il chante. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Effectivement, Marc Forest a une deuxième carrière de chanteur. Oui. Alors après, je ne sais pas. Moi, je l'ai jamais entendu dans les distributions importantes au Carnegie Hall, au Metropolitan de New York. Je ne sais pas s'il était jusque là. Mais enfin bon. C'est un anglais. C'était le Yannick Noah de la musculation. On a ça en France. On passe mentir. Et celui qui joue le méchant, Eurysthée, et c'est un Américain, Broderick Crawford, qui est oscarisé. Il a eu un Oscar 10 ans plus tôt pour un film très sérieux hein, sur la politique, sur la vie politique américaine. Oui. Et 10 ans plus tard, il est dans La Vengeance des Oui, alors par contre, Louis Miller est devenu fou. Errol Flynn est devenu zinzin aussi. Il est mort à 50 ans. Effectivement, les deuxièmes vies de ces hommes, à part Johnny Weissmuller qui a commencé par être 4 fois champion olympique, qui est devenu fou. Paris et Anvers, et ensuite qui est devenu. Il a fini dans un asile psychiatrique. Ah, absolument. Johnny Weissmuller. Ah, ouais. Il est devenu fou aussi. Il était surtout alcoolique. Hein, ça. Ouais, mais il a fini. Mais Nijinsky est devenu fou, le grand danseur des ballets russes. Nijinsky est devenu fou. Et il a écrit à l'hôpital psychiatrique, il a écrit tout un livre que j'ai lu sur toutes ces journées. Il dit: je suis zinzin, je suis le plus zinzin des zinzins, mais je me porte bien. Oui, ça c'est du finesse. C'est de finesse dans Oscar, je suis un. Bon, bah écoutez, on va terminer sans doute.